tous et à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de Rencontre. C'est une terre qui fascine les aventuriers du monde entier depuis des siècles. C'est aussi la région de la Chine qui attire le plus l'attention à l'étranger. Il s'agit de la région autonome du Tibet, qui vient de célébrer son 50e anniversaire. Pourquoi cette région suscite autant de discussions et de fascination? Qu'est-ce qui a changé durant 50 ans? Aujourd'hui, nous allons vous donner quelques éclaircissements. Mais avant cela, voici un reportage. La région autonome du Tibet célébrait ce mois-ci le cinquantenaire de sa fondation en organisant une grande célébration qui regroupait de nombreux groupes ethniques sur la place du palais du Potala dans la capitale Lhasa. Devant une foule de plusieurs milliers de personnes, le président de la CCPPC, Hu Jintsheng, a prononcé un discours inaugural dans lequel il a insisté sur l'unité du Tibet avec le reste de la Chine et aussi appelé l'armée, la police et la justice à se tenir prêts pour une lutte de longue haleine contre les séparatistes qui visent à saper l'unité ethnique de la région. Quelques jours avant la cérémonie, le Conseil des affaires d'État a publié un livre blanc sur le Tibet qui visait à présenter les orientations futures, mais surtout à tirer un bilan des changements intervenus au Tibet depuis le renversement du système féodal. Un document du gouvernement central qui revient notamment sur l'amélioration des conditions de vie des habitants avec un PIB multiplié par 281 en 50 ans, ainsi que sur les immenses progrès obtenus en termes d'éducation, de santé, d'administration et de développement des infrastructures. Enfin, selon le livre blanc, de grands progrès ont également été faits envers la protection de la culture traditionnelle, le patrimoine tibétain et la promotion de la liberté des croyances religieuses. Sur notre plateau, aujourd'hui, M. Xu Tiebing, expert en questions internationales. Aujourd'hui, vous allez nous parler du Tibet. Et M. Zheng Ruolin, vous avez mené une longue carrière comme correspondant d'un grand quotidien chinois en France. Et lorsque vous étiez en France, vous avez été maintes fois interrogé sur le Tibet par les médias français. Alors, un mot d'abord sur la notion de la région autonome. Je pense qu'il est nécessaire de donner à nos téléspectateurs quelques précisions. Qu'est-ce qu'il s'agit précisément, cette notion de la région autonome et pourquoi une telle création à l'époque, M. Xu? Historiquement, nous sommes un pays qui pratique déjà une certaine politique, disons, flexible, c'est-à-dire gouvernance directe, indirecte, et pour certaines régions, disons, dites ethniques ou minoritaires, on a déjà pratiqué, disons, certaines pratiques similaires, disons, un système d'autonomie. En fait, disons, après 1949, on a changé le système politique et social. Dans ce cas-là, il y a un perfectionnement, disons, une amélioration du système d'autonomie, mais sous la direction de leadership du Parti communiste. Dans ce cas-là, je dirais qu'on a fixé effectivement 5 régions autonomes, c'est-à-dire la Mongolie intérieure, le Tibet, le Xinjiang, le Ningxia et le Guangxi. Et le Tibet, bien sûr, c'est le dernier. Je dirais que par rapport à certaines idées reçues, il faut indiquer que dans notre cas, c'était quoi? C'était diversité sous, disons, dans l'unification. Ce n'est pas comme certains cas, par exemple, en Union soviétique, où les républiques ont le droit de faire l'association. Et chez nous, non. C'est d'abord unification, et sur le terrain, sur la situation concrète, on pratique un système d'autonomie de la région. Je dirais pas seulement au niveau, disons, provincial, c'est-à-dire région autonome, y compris les préfectures et les districts. Donc la région autonome jouit d'une plus grande liberté que les autres provinces. C'est-à-dire surtout dans les affaires économiques, sociales et culturelles, on donne plus d'autonomie, de laisser liberté au gouvernement local. Mais pourtant, il ne faut pas jamais confondre. C'est que dans la direction politique et la politique de défense, sur la défense nationale, sur, disons, la politique étrangère, c'est bien sûr le gouvernement central qui en tient. Et qu'est-ce qui a changé quel est le plus grand changement survenu au Tibet durant ces 50 dernières années? Vous avez été au Tibet aussi pour faire des reportages. Et quel est selon vous le plus grand changement? Je cite un exemple le plus concret, c'est que à 59,
le moment où Dalai Lama quitte le Tibet, l'espérance de vie des Tibétains, c'était 36 ans. C'est beaucoup, je crois, il y a 2 ans de décalage entre les Tibétains et les Han dans le reste de la Chine. À l'époque, on disait que sur le plateau, c'est à cause du climat, à cause de la rude climat du Tibet, l'espérance de vie des Tibétains ne peut pas être aussi longue que les Chinois d'autres régions. Mais aujourd'hui, l'espérance de vie des Tibétains était 76 ans. C'est exactement le même que les Han à l'intérieur. Je crois, 50 ans, en 50 ans, ça a changé beaucoup de choses, mais l'espérance de vie, je crois, peut parler beaucoup de ces 50 dernières années. Et il faut rappeler qu'avant, le Tibet vit sous un régime féodal. Voilà, c'était une théocratie, c'est-à-dire la religion et la politique, c'est l'un et l'autre. Le chef spirituel est en même temps le chef politique. Je crois que dans le monde entier, aujourd'hui, la théocratie est abolie partout dans le monde, sauf à l'époque au Tibet, mais aujourd'hui aussi. Malgré que Dalai Lama déclarait qu'il quitte les postes politiques, mais en fait, il n'a jamais eu théoriquement. Mais il est toujours le chef de gouvernement exil en Inde. Nous y reviendrons plus tard entre la relation entre la religion et la politique. Et Monsieur Xu, selon vous, quel est le plus grand changement survenu au Tibet? On peut dire d'une part, comme le professeur Chen avait bien dit, c'était sur le système politique. La théocratie aujourd'hui devient une partie intégrante sous la direction du Parti communiste, c'est-à-dire la façon archaïque dans le modèle républicain. Premier et deuxième, c'était surtout socio-culturel. Je dirais le premier a surtout en 1959 et 60, c'est l'émancipation de la majorité du peuple qui sont dépendants. Ce sont des corvées, ce sont, disons, des statuts, disons, inférieurs. Et alors là, après, disons, 1960, c'est un changement fondamental. Et deuxième, je crois, c'était surtout, bien sûr, c'est le progrès socio-économique. Moi-même, on était plusieurs fois à Lhasa, à Jakarta et dans d'autres lieux. On peut observer, disons, depuis 2 décennies environ, le profond changement. C'est qu'aujourd'hui, je pense que si on voit, par exemple, le niveau de vie, l'espérance de vie, mais aussi, je dirais, la situation de transport, l'éducation sociale ou d'autres domaines, je dirais par rapport au passé, c'est une transformation totale. Et parlons maintenant de la religion. Comme vous avez mentionné tous les deux tout à l'heure, la religion, le bouddhisme tibétain en l'occurrence, est un élément essentiel dans la société tibétaine. Aussi, cette religion a beaucoup de pratiquants dans d'autres parties en Chine et en dehors de la Chine. Donc il y a toujours eu des discussions sur la relation entre la religion et la politique. Quel est votre point de vue, Monsieur Zheng? D'abord, je crois qu'il faut distinguer 2 choses. Premièrement, c'est que le bouddhisme n'est pas lamaïsme. C'est 2 choses différentes. Au Tibet, bouddhisme au Tibet, c'est une petite branche du bouddhisme. Par exemple, les bouddhistes en Thaïlande, par exemple, n'est pas du tout de la même religion en fait au Tibet. C'est très différent et Dalai Lama ne représente que à peu près 1% des bouddhistes dans le monde entier. Premier, je crois, et il faut distinguer. Deuxième chose, je crois que dans le reste de la Chine, par exemple, on peut devenir bouddhiste, on peut avoir cette croyance après un choix personnel, tandis qu'au Tibet, non. C'est ça le sens de théocratie. Les Tibétains sont nés bouddhistes. Alors, dans ce cas-là, il faut, comment dirais-je, séparer sévèrement le bouddhisme et la politique. Parce que pensez-vous que parfois ça fait partie de la tradition, par exemple dans certains pays catholiques, par exemple, les enfants sont nés naturellement, ils sont catholiques.
Donc c'est à cause de ça que en Occident, durant des Moyen Âge, il y avait des réformes religions. Justement, c'est pour séparer la religion de la politique. Parce que un Tibétain, moi je suis allé plusieurs fois, je comprends pourquoi les Tibétains sont des croyants, parce que le climat est rude. Et c'est très difficile à vivre sur le plateau de Tibet. Vous savez, certaines saisons, dans la journée, il faisait beau, il faisait chaud, mais tout d'un coup, à la nuit tombée, lorsque le vent commence à siffler, ça peut devenir très froid. Et toutes les herbes peuvent être gelées. Du jour au lendemain, les troupeaux de moutons, etc., meurent de faim. Les Tibétains, ils ne comprennent pas pourquoi ça change si rapide. Donc, ils pensaient qu'il y a une force spirituelle qui gère tout ça. Donc ils sont croyants dès leur enfance. Mais tout ça n'est pas très, scientifique. La religion, c'est très bien pour certaines personnes, mais aujourd'hui, lorsque la science progresse jusqu'à notre époque, il faut comprendre que pour les Tibétains, il faut travailler dur, il faut introduire les façons scientifiques pour améliorer l'agriculture, par exemple, etc. Donc, changer de vie, y compris changer de vie matérielle, mais aussi spirituelle, je crois, c'est essentiel pour les gens qui vivent dans une région très difficile. Quel est votre point de vue, M. Xu? Un peu plus de détails. Je pense que oui, effectivement, c'est comme beaucoup grandes religions, le bouddhisme se divise aussi en écoles. Il y a, je dirais, le grand véhicule et du petit véhicule. Et enfin, une sorte de bouddhisme à la tibétaine qui est en fait associé, marié depuis fort longtemps avec la tradition ou avec la religion locale. Premier. Et deuxième, c'est qu'à travers l'histoire, on a vu, c'est que finalement, dans cette terre, il y a aussi une évolution sociopolitique qui n'échappe pas, disons, à une certaine règle générale. C'est que classiquement, d'abord, ce sont les chefs guerriers qui constituent des entités, c'est-à-dire le royaume. Et après, il y a un moment fort dans l'expansion militaire. Et enfin, une fois, je dirais, démilitarisé, finalement, c'est la religion qui pénètre, qui devient une sorte de pilier de la société. Et c'est effectivement sous l'assistance et le soutien des empereurs dynastie de Qing que finalement, à peu près au XVIIe siècle, il y a une organisation, nouvelle, de l'époque nouvelle, attribuée à la fois au pouvoir politique et au pouvoir religieux en personne de chefs religieux, qu'ils soient Dalai Lama ou le Panchen Lama. De l'époque, il faut dire que aussi c'est le Hanpa, c'est-à-dire les ministres délégués de l'empereur qui possèdent le veto, qui participent à une co-gestion, je dirais, des affaires socio-politiques religieuses. Et c'est dans ce cas-là que pendant 2 siècles et demi environ, il y a une consolidation de ce qu'on va appeler démocratie. La démocratie. Et la démocratie, bien sûr, c'est quelque chose d'un produit historique, mais archaïque, au fur et à mesure change, et finalement, c'est que, disons, au milieu du XXe siècle, quand par exemple le nationalisme, quand le socialisme et quand d'autres, la liberté, émancipation personnelle, individuelle arrivent, que l'ancien régime devient archaïque et ne peut plus, disons, supporter le changement, et finalement c'est que le chef de l'époque, c'est-à-dire le Dalai Lama lui-même, pratiquait une politique de l'opposition tout à fait malgré, disons, le souhait non seulement du gouvernement central, mais aussi le souhait de la population en général. C'est ainsi que, après la rébellion, disons, soutenue par le CIA, par les Américains, et finalement, cet ancien système a été définitivement aboli.
Et Monsieur Zheng, quand vous étiez en France, vous avez été maintes fois interrogé sur les médias français au sujet de Tibet, comme Monsieur Xu vient de mentionner, dans la situation politique au Tibet, il y a l'intervention effectivement des forces étrangères. Donc pourquoi ils s'intéressent tellement au sujet du Tibet? Il y a deux raisons, en fait. Première raison, c'est que les Occidentaux, surtout les Européens, en réalité ne connaissent pas le Tibet. Ils ne connaissent pas le Tibet, mais ils sont influencés par une bande dessinée qui s'appelle Tintin au Tibet. C'est comme un politique, Jean-Luc Mélenchon avait très bien dit, c'est que la plupart des Français ont lu Tintin au Tibet et ils ont donc dans leur tête Tibet, c'est le paradis terrestre. C'est Shangri-La, c'est parfait, c'est harmonieux entre le ciel et le... Tintin, il y a eu des fascinations, genre de fascination pour un peu partout dans le monde. En réalité, c'est que tous les endroits mystérieux, tous les endroits où l'être humain moderne, je veux dire, atteint rarement, jouit cette comment dirais-je, réputation d'être mystérieux, d'être... Les gens sont fascinés par toujours par quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Donc Tibet, pourquoi il fascine? Parce que les gens ne connaissent pas. Et puis Tibet, c'est le plateau de notre planète, c'est le plus haut de la Terre. Donc, et il a une culture très différente des autres régions. Donc les gens s'intéressent à cette région, idéalisent le régime sur le place à l'époque. Et Tintin au Tibet, ça raconte ça, quoi? Ça a influencé beaucoup de gens. Tintin, c'est un journaliste, un enfant journaliste qui enquête partout. Alors il a une aventure au Tibet, il est tombé dans la difficulté, il est aidé par les moines tibétains, donc il a sauvé aussi la vie des gens. Cette bande dessinée a influencé pas une génération, mais plusieurs générations. C'est le premier point. Deuxième point, c'est que beaucoup de gens croient que ce que dit Dalai Lama, c'est-à-dire la Chine en train de tuer la culture tibétaine. Au début, comme vous pouvez rappeler, Dalai Lama avait accusé le gouvernement de Pékin à mener une politique de génocide. Mais petit à petit, les gens ne croient plus parce que génocide, il faut avoir des morts. On voit que le nombre de Tibétains ne cesse d'augmenter. Tout le monde peut calculer et les gens ne croient plus. Donc, Dalai Lama a commencé à changer. Il a accusé la Chine de mener une politique de génocide culturel. C'est-à-dire, il veut tuer la religion, la langue, la culture, la tradition tibétaine. Je me rappelle un débat à la télévision française, à France 24. Il y a un journaliste qui habitait à Thaïlande. Il s'introduit en catimini au Tibet, fait un reportage une semaine. Pendant une semaine, après, son reportage est diffusé sur France 24. J'étais invité pour débattre avec lui et bien d'autres personnes. Alors, effectivement, le journaliste accuse la Chine de mener une politique de génocide culturel. Donc, à l'époque, je me rappelais, je lui ai posé 3 questions. Premièrement, est-ce que vous avez un interprète? Il a dit oui. L'interprète de chinois ou tibétain? Il a dit tibétain. Donc, la langue tibétaine conserve. Je lui ai posé deuxième question, c'est s'il a vu des croyants dans la rue, pas seulement dans les temples, mais aussi dans la rue, est-ce qu'il a vu des gens en train de prier? Il a dit oui. Et surtout la troisième question, je lui ai posé, alors, je disais, est-ce que vous connaissez l'enterrement céleste? Au début, il a voulu dire oui, mais finalement, il a avoué qu'il ne connaît pas l'enterrement céleste. L'enterrement céleste,
c'est une tradition... une grande tradition tibétaine. Tibétaine, c'est-à-dire à la mort, les gens coupent le cadavre pour nourrir les oiseaux, disant qu'il faut que les oiseaux mangent tout le corps pour que l'âme puisse trouver la route de réincarnation. J'ai vu, lorsque j'étais jeune, des photos. En général, c'était interdit de faire des photos, mais il y a des journalistes qui sont allés, des journalistes d'ailleurs occidentaux, qui font des photos, etc. J'ai vu, c'est vraiment difficile pour nous, hors de Tibet, pour nous qui ne sommes pas croyants, difficile à imaginer. Alors si Tibet conserve non seulement sa langue, sa religion, ses croyances, c'est même une tradition, l'enterrement céleste, même ça était conservé. Comment peut-on accuser une génocide culturel là-bas? Après la Seconde Guerre mondiale, les Européens cherchent toujours où il y a les génocides. Ils croyaient, certains gens très naïfs, croyaient que le Tibet est en train de vivre le dernier génocide, culturel ou pas, sur notre planète. Donc, ils se sont levés contre le gouvernement chinois. En fait, ils ont eu tort parce que le génocide en Tibet, génocide ou génocide culturel, n'existe pas au Tibet en fait. Il faut dire que bien qu'il y a beaucoup de progrès dans le transport et la région est beaucoup plus accessible qu'avant, il y a toujours ce genre de mal connaissance que les gens qui connaissent toujours mal le Tibet ou dans son ensemble la Chine. Monsieur Xu, d'un point de vue géopolitique, pourquoi il y a un tel intérêt envers le Tibet en dehors de la Chine? Beaucoup de gens disent qu'en fait c'est une sorte de paradis perdu. On est nostalgique parce que devant, disons, les inadaptations, devant les ennuis, disons, quotidiens de la modernité, il y a toujours une sorte d'imagination, une sorte de nostalgie, mais imaginaire, faussement, disons, dosée. On a excessivement, disons, imaginé certains, disons, modèles de la société entre guillemets. Et par exemple, la fascination, disons, excessive sur incarnation, etc., sans avoir une approche, disons, sociologique, historiographique. Aujourd'hui, on est à chacun à peu près une sorte de supportant, sinon victime de la modernité. C'est-à-dire la stress, l'angoisse, etc. On perd une sorte de sacralisation. Et c'est justement sur ce point-là, je dirais que le lamaïsme, ou disons l'école tibétaine, bouddhisme du Tibet, devient une sorte de repère trop idéalisé de nouveau. Alors chaque fois quand on a fait une route ou une école, etc., on dit c'est la destruction. C'est la destruction ou voir des mots comme génocide, etc. En réalité, je dirais que oui, après le nazi, où se trouvent, disons, les grands exemples d'exode de la civile, la guerre de Vietnam, on sait bien l'auteur. Certains conflits en Afrique et surtout dans des camps, disons, dans le pays balkanique, l'ex-Yougoslavie. C'est là, effectivement, qu'il y a plus de massacres, de pogroms, sinon le génocide. Oui, comme M. Chen avait bien dit, c'est-à-dire au Tibet, pendant longtemps, certains partisans du Dalai Lama en disant 1 million de massacres, et aujourd'hui il n'y a plus de marché. Les gens, disons, avaient certaines sagesse, entre guillemets, d'inventer ces termes de génocide culturel. Génocide culturel, non seulement il s'agit d'une accusation infondée, mais c'était surtout en disant, voilà, toute modernité, toute la progression sociale constitue une sorte de massacre. C'est sur ce point-là, moi je pense que c'est la faute d'Otta qu'on doit corriger et critiquer. Comme vous avez tous les deux mentionné, sociologiquement et géopolitiquement, le Tibet pose un grand défi pour le gouvernement chinois. Donc dans le futur, quels sont les défis et comment le gouvernement chinois peut-il améliorer la gestion de cette région autonome? D'abord, je crois qu'il faut dire que
Vous avez tout à l'heure dit que le monde entier s'intéresse au Tibet, mais en réalité, c'est la société occidentale. C'est comme mon professeur Xu avait très très bien dit. Surtout le monde occidental. Oui, voilà, parce qu'il vit dans une modernité angoissée et il cherche un peu quelques repères spirituels. Donc, il cherche et il trouve le bouddhisme, en fait, c'est l'amaïsme au Tibet. En réalité, ce n'est pas une religion. La religion, dans le monde, il y a deux religions, grandes religions, monothéisme, christianisme et islamisme. Le monde islamiste, par exemple, ne s'intéresse pas du tout au Tibet. Pourquoi les gens les Européens s'intéressent au Tibet? Parce qu'ils pensent que c'est une philosophie. Cette philosophie peut les aider à, comment dirais-je, écraser l'angoisse quotidienne de leur vie. La vie moderne a un problème, c'est-à-dire un problème, le rythme est trop rapide, les gens ne peuvent plus jouir de la vie, ne peuvent plus jouir du soleil, de la mer, etc. Ils essaient de trouver d'autres issues et ils ont trouvé Dalai Lama. Dalai Lama, chaque fois en visite en Europe, il donne toujours des conférences. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour écouter, mais pourquoi écouter quoi? Justement, chercher un issue pour sortir de cette société moderne qui les angoisse. Pour le gouvernement chinois, je crois que le Tibet n'est pas particulièrement difficile à gérer que le reste des autres régions. Tout simplement, je crois que le progrès de la société chinoise atteint un niveau tel que, je crois, tout le monde voit que leur niveau de vie change, leur niveau de vie augmente. S'il n'y avait pas une intervention de l'extérieur, je ne crois pas que Tibet peut constituer un problème particulier pour le gouvernement central. C'est vrai que le Tibet est différent que les autres régions, c'est que le climat naturel est trop dur pour l'être humain de vivre là-bas. Je suis allé là-bas pour la première fois en 1997. À l'époque, j'ai passé 2 semaines. La première semaine, j'étais complètement malade. Je ne peux pas bouger, parce que je ne peux pas respirer. Vous savez, beaucoup d'Européens m'ont posé la question, est-ce que le gouvernement central, le gouvernement américain est en train d'émigrer des Han pour occuper le territoire? Moi je lui dis non, c'est pas possible, parce qu'un Han comme moi ne peut pas vivre au Tibet. Sauf les gens qui sont nés au Tibet, la plupart des gens, des Chinois de Han à l'intérieur ne peuvent pas vivre là-bas. Tout simplement, pour que le Tibet peut vivre, il faut moderniser. Il faut que l'industrialisation atteigne aussi au Tibet. Je pense que seule issue, c'est la scientifique, le progrès scientifique. Quand la Chine atteint un niveau, comment dirais-je, aussi moderne que l'Europe, que les États-Unis, je crois c'est la solution. Je crois en ce moment-là, les gens peuvent trouver une vie normale comme tous les autres peuples de notre planète. Donc, faute du temps, c'est la fin de notre discussion. Donc, je vous remercie tous les deux d'avoir participé à notre discussion. Et je vous remercie, chers téléspectateurs. Merci de votre fidélité et à la prochaine.